D'abord, dire un mot sur l'événement historique qui advient ce soir à Rochefort. Je blague pas, j'ai demandé, puisque vous êtes 800 ce soir à Rochefort, la première salle est pleine, y compris en mettant du monde dans les travées, la deuxième salle est remplie également, j'ai demandé à Nordine, depuis quand il n'y a pas eu autant de monde que ça pour un événement politique à Rochefort. Et lui qui a appartenu à un autre camp politique me dit depuis Sarkozy 2007. Mais il me dit à l'époque c'était le candidat lui-même Nicolas Sarkozy qui était là et il n'y avait eu que de cette salle qui avait été remplie. Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent et nous sommes 2 fois plus nombreux. Ça n'advient pas par hasard, ça advient parce que, évidemment, il y a une vague qui se lève dans le pays, mais ça advient aussi parce qu'il y a des tas de gens qui bossent à tracter, à coller des affiches, à réserver des salles. Bref, ils s'emmerdent. Et il y a des moments, ils sont récompensés comme ça, donc je voudrais qu'on remercie Nordine et Anne, Ludivine, Mathieu, Martine, Yvette, Jenny, Annick, François, Chantal et les autres. Merci à vous. Je voudrais qu'on remercie également les musiciens, Priscilla et Hervé, Manu et Mélène. Pourquoi? Attendez. Pourquoi? Parce que ils nous veulent tristes, ils nous veulent abattus, ils nous veulent résignés, et chaque fois que nous produisons de la joie, nous leur résistons. Donc merci aux musiciens de venir porter ça avec nous. Je dirais presque, maintenant que vous êtes là, on pourrait s'arrêter. Bah oui, vous avez vu comment on est fort, vous avez repris confiance en vous, vous êtes conscient de votre force parce que vous êtes ici nombreux, et on pourrait retourner coucher. Non? Bon. Parce que moi, je suis un peu pressé de me coucher. Je me suis levé à 3 h du matin. Je me suis levé à 3 h du matin parce que j'ai lancé un truc qui s'appelle Vie ma vie. C'est un truc de TF1, c'était une émission de TF1. Et le principe, c'était que bon, on allait vivre une journée dans la vie d'un autre. Parce que c'est un amendement que j'avais déposé au tout début à l'Assemblée nationale, en disant que finalement, un ministre de la Santé, avant de faire ça, il devrait aller faire un stage à l'hôpital. Un ministre de l'Agriculture, il devrait aller faire un stage dans une ferme. Et un ministre de la Justice, il devrait aller faire un stage en prison. Et donc là, il y a Noël qui a répondu à mon appel et qui a dit « Moi, je suis cariste, si tu veux, tu viens dans ma boîte. » J'ai dit « Ouais, bah chouette. » Bon, c'était à 3 h du matin. Mais pourquoi j'ai considéré important de le faire? Dans ce pays, il y a 600 000 manutentionnaires. 600 000. Ça veut dire que vous prenez un travailleur sur 50, un actif sur 50, dans ce pays, est cariste ou manutentionnaire. Et pourtant, quand est-ce que vous entendez causer de la vie des caristes, causer de la vie des manutentionnaires? Ils sont absolument essentiels au fonctionnement d'une économie qui a quasiment délocalisé l'intégralité de sa production. Ça veut dire qu'il faut en permanence des porte-containers qui sont débarqués dans les ports, puis des camions qui viennent les chercher, qui les emmènent dans les plateformes logistiques, puis des nouvelles camions qui les emmènent dans les supermarchés. Voilà notre économie aujourd'hui. Et d'ailleurs, le caractère essentiel s'est révélé, puisque pendant la crise du Covid, Noël a continué, me dit-il, de travailler avec la peur au ventre pour livrer quoi? Pour livrer du gel hydroalcoolique, pour livrer des masques et pour livrer également des cercueils. Eh oui. Donc il me raconte sa vie. Je veux dire que ça m'a permis de faire un jeu de mots. Noël, il avait plutôt l'air heureux. Donc je dis joyeux Noël. Bon, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut à 3 h du matin. Mais oui, il faut dire qu'il considère qu'il est bien traité dans sa boîte, que son patron est sympa, que là c'était les 10 ans de la boîte l'année dernière, et ben, il y a eu un grand repas, il y a 90% des salariés qui sont venus, il y a une bonne convivialité, il est chef de quai maintenant, et on le laisse gérer. Je dis ça parce que je veux pas qu'on fasse un numéro sur tous les Français qui seraient abattus, qui seraient déprimés, qui seraient résignés.
Non, malgré la difficulté, les gens, ils se tiennent debout. Et malgré la difficulté, les gens, ils trouvent des poches de bonheur dans leur vie. Et si on néglige ces poches de bonheur dans la vie des gens, on ne comprend pas le pays et on en donne une image grise qui n'est pas complètement exacte. Donc même à 3 h du matin, il était heureux de nous accueillir pour le petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il nous racontait? Il nous racontait qu'il fait ce boulot-là de nuit, que maintenant il a du mal à dormir. Il a été soigné pendant 1 an parce qu'il n'arrivait plus à travailler. Quand il revient du boulot, soit il est complètement abattu et il dort toute la journée, soit il arrive à vivre normalement, mais ça dépend vraiment des jours. Ça fait donc, il a 61 ans, enfin il va avoir 61 ans l'année prochaine en fait. Parce qu'en mars 2023, c'est la quille, normalement, si c'est pas reculé, il a le droit à la retraite. Bon. Et il dit, voilà, maintenant je suis payé 1 700 €. Et il considère qu'il est bien payé. Alors qu'il est chef de quai, donc il est agent de maîtrise, après 40 ans de travail, mais il a le droit au 13e mois. Et il raconte, à côté de ça, la venue des intérimaires. Le mercredi et le samedi, il y a des intérimaires qui viennent. Mais quand on leur demande de venir à 18 h, ils arrivent à 19 h. Parfois, il faut attendre, c'est pas payé. Puis on les paye pour 1 heure parfois. Ou parfois pour 2 heures. Quand ils ont de la chance, on les paye pour 4 heures. Je veux dire là un recul de ce qui se passe en matière d'intérim. Moi, quand j'ai commencé à être journaliste, j'allais faire des tournées des boîtes d'intérim avec les jeunes de mon coin, à Amiens. Et un gars qui venait pour 1 heure était payé toute sa journée. Ensuite, il y a eu un gars qui vient pour 1 heure et payé la demi-journée. Et là, maintenant, on voit comment il rabiote surtout, parce qu'un gars qui vient pour 1 heure, eh ben, il est payé 1 heure et puis c'est tout. Et je pense qu'on a là, finalement, on n'a pas pu entrer dans la boîte. Tous les camions étaient là et tout ça. Le patron n'a pas voulu. On est venu quand même, on le savait. Mais pourquoi? Parce que je pense que ça dit quelque chose sur pourquoi ces gens-là sont invisibles aussi. Quand on n'a pas droit de citer pour entrer dans l'entreprise, pour aller montrer le travail. Moi, j'avais demandé, pour déposer d'autres amendements, j'avais déposé un amendement qui disait, pendant la loi secret des affaires, finalement, les entreprises, elles devraient être ouvertes, peut-être de manière organisée, mais à la fois aux journalistes et aux ONG qui voudraient voir comment ça travaille à l'intérieur, quelles sont les conditions environnementales et ainsi de suite. Évidemment, ça m'a été refusé. Ouais, évidemment. Rejeté. J'avais proposé un autre amendement qui était l'idée d'avoir un photographe public. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au fond, dans nos vies, le travail occupe une place importante. Moi, je suis partisan de la valeur travail et de la valeur du travail. Au fond, vous savez, ce sont ceux qui vantent le plus la valeur travail, qui en général font tout pour la miner et tout pour la laminer depuis des décennies. Mais moi, je suis un défenseur de la valeur du travail. Je pense que les gens, ils vivent par ça, mais aussi ils se réalisent en partie par ça. Parce qu'ils font ensemble, par la fierté qu'ils peuvent éprouver à faire des choses pour la société ensemble. Et pourtant, quand on regarde les images qu'on ramène chez soi, on a des images où on est à la mer, où on a des repas de famille, où on est au Mont-Saint-Michel. Vous voyez, on a tout ça comme image. Mais qu'est-ce qu'on ramène chez soi comme image du travail? Quelle fierté on peut apporter à ses enfants, à ses petits-enfants, du travail qu'on effectue tous les jours? Moi, j'avais un copain, Vincent, sa mère, elle était aide-soignante à l'hôpital d'Amiens. Il avait fallu attendre le dernier jour, le jour où c'était l'acquis, pour qu'il y ait un petit apéro pour sa mère, pour qu'il entre dans l'hôpital et qu'il voit le lieu de travail de sa mère. Il me semble que c'est important de ramener cette fierté. Donc voilà, j'avais proposé qu'il y ait des photographes publics qui viennent suivre chaque travailleur une journée par an, ou une journée tous les 2 ans, tous les 3 ans, de manière à ramener des images et offrir ça comme fierté aux salariés. Évidemment, ça a été rejeté. Voilà le premier invisible. Vous savez, et il est vaste. Il y a eu un rapport qui a été pondu par Christine Erel. Je donne son nom parce que c'est un rapport commandé par le ministère du Travail qui est un rapport vraiment remarquable. Il fait la liste des 17 métiers de la 2e ligne qui sont essentiels et indispensables au pays. Donc, il y a un autre invisible. Clémence l'a cité. C'est une nouvelle parue cette semaine dans Les Échos de mon ami Bernard Arnault. Les géants du CAC 40 ont dégagé des profits records de près de 160 milliards d'euros en 2021. Cette nouvelle paraît presque dans le silence, presque dans l'indifférence, on n'entendant pas plus parler que ça. Pourtant, c'est le record de tous les temps. Normalement, quand on bat un record, aux Jeux Olympiques, on est content, on a notre médaille d'or, on va la montrer à tout le monde, ça fait les titres de la presse et puis tout ça. On en parle pendant une semaine. Là, record battu.
Et ils ne sont pas plus fiers que ça. Record battu, le précédent record, c'était 2007, donc avant la crise financière, et à l'époque, c'était 96 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est un record qui est 60% plus élevé que la précédente fois. C'est super chouette. Mais on n'en parle pas. Vous savez, les milliardaires français, pendant la crise sanitaire, en un an de crise sanitaire, ils ont vu leur patrimoine bondir de plus 68%. Alors combien ça représente? Vous savez que dès qu'on parle en milliards, vous êtes paumé. Hein, ça représente 300 milliards d'euros. Bon, mais ça ne veut rien dire. Le PIB, ça veut dire la totalité de la production de votre région, Nouvelle-Aquitaine, c'est 175 milliards d'euros. Le PIB de la région d'à côté, Occitanie, c'est 175 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut imaginer que tous les ouvriers de ces deux grandes régions, mais aussi tous les commerçants, tous les gendarmes, tous les hospitaliers, tous les producteurs de richesses ont travaillé pendant un an, rien que pour enrichir les milliardaires français. C'est des chiffres qui sont tellement colossaux qu'on peine à se les imaginer. Moi je dis c'est gros comme une vache au milieu du couloir. Mais c'est une vache au milieu du couloir que bizarrement, il s'agirait de ne pas voir. On passe à côté, on passe en dessous. Les journalistes, ils arrivent à pratiquer ce sport, les dirigeants politiques arrivent à pratiquer ce sport, qui est de contourner la vache, de passer par en dessous, de faire comme si elle appartenait au paysage, comme si c'était normal, qu'elle était là, que c'était une espèce de fatalité. Il y a une figure de style qu'a pratiqué Georges Perec, a écrit un bouquin qui s'appelle La disparition. Il a écrit tout un roman sans utiliser la lettre E. Vous voyez? Ça s'appelle un lipogramme. Et ben, de mon point de vue, les dirigeants politiques et médiatiques, ils pratiquent le lipogramme permanent. Bon, ça s'appelle des clap-traps, c'est des moments où les gens ils doivent applaudir. Mais comme je ne sais pas faire, c'est bien que vous preniez l'initiative. On a là une essence qui est au plus haut. Mais déjà en décembre, avant la crise en Ukraine, on avait des matières premières qui étaient hyper hautes. Pendant le même temps, Total fait 14 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, si vous voulez, eh bien, le gouvernement, il parvient à prendre des mesures sur l'essence, à parler de tout ça sans prononcer une seule fois le mot Total. Il faut mesurer que c'est une forme d'exploit littéraire qui est réalisé là. Vous avez eu un scandale, alors comme ils se suivent les uns après les autres, ils ont tendance à se ressembler, qui s'appelle les Open Lux. On a découvert quoi? On a découvert que qui plaçait le plus d'argent au Luxembourg, c'était les contribuables, les riches contribuables français. Sur les 50 plus grandes familles françaises, il y avait 37 familles qui avaient des comptes en banque au Luxembourg. Ça représentait 4% du PIB. Il y avait bien sûr à l'intérieur mon ami Bernard Arnault. Il y avait Hermès. Il y avait la famille Mullier, Auchan, le roi Merlin et ainsi de suite. Bon, il y avait tout ça. Mon collègue communiste Sébastien Jumel, qui a d'ailleurs rejoint l'Union populaire, interroge Bruno Le Maire en commission des affaires économiques. Mais alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous comptez faire face aux Open Lux? Bruno Le Maire ne répond pas, il passe à une autre question et tout ça. Je reviens derrière et je dis, bah, écoutez, monsieur le ministre, sur les Open Lux, là, qu'est-ce que vous comptez faire? Il dit, bah, je ne suis pas trop au courant, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça faisait la une du monde, quoi. Donc, on lui réexplique les 37 familles, 4% du PIB, Auchan, ta. Il dit, ah, bah écoutez, je vais me renseigner et je reviens vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce silence, mais silence sur tout ça, c'est une complicité manifeste et permanente des dirigeants supposés être élus par nous, qui fonctionnent main dans la main entre ceux qui sont en train de piller notre pays. Monsieur, j'ai entendu, je ne sais pas qui a dit corruption. Monsieur a dit corruption. Je crains que ça soit une hypothèse optimiste. Oui, parce que je crains que ces gens-là, il n'y a même pas besoin de les payer. Ils appartiennent au même camp. Ils appartiennent à la classe dirigeante. Ils sont
pieds et poings liés avec elles depuis leur naissance. Ils passent d'un côté et ils reviennent de l'autre. C'est même pas de l'ordre de la corruption individuelle, c'est de l'ordre de la corruption d'un système. Quand on parle des lobbies, lobby est un mot injuste. Lobby supposerait qu'il y ait besoin de faire pression sur Macron pour que les intérêts des banques et d'une multinationale soient remplis. Mais croyez bien qu'il n'y a même pas besoin de faire pression sur Macron. Ils sont les mêmes. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, parce que quand même, il me semble avoir fait 2 minutes sans parler de Macron, donc bon, il faut que... On retrouve le même lipogramme dans le programme d'Emmanuel Macron. Parce que je suis l'un des plus grands lecteurs dans ce pays d'Emmanuel Macron. Un jour Georges Perec, l'autre jour Emmanuel Macron. Donc je lis Macron, je fais des contrôles F à l'intérieur, et combien de fois le mot bénéfice dans le programme de Macron? 0 fois. Combien de fois le mot fraude? Perdu. 1 fois. 1 fois pour fraude sociale. Combien de fois le mot paradis fiscal? Pas une seule fois. Et il faut mesurer que, à un moment où les économistes disent que jamais le taux de profit après redistribution n'a été aussi élevé, ça veut dire que jamais il y a eu une telle déformation de la valeur ajoutée au profit du travail et au détriment du capital, il ose encore proposer un programme. Ah, je me suis... Pardon. C'est bien, il y en a qui suivent, merci. Donc jamais le partage de 2. Ouais, bon, d'accord. Il y en a 2 qui suivent. Bon. Jamais le taux de profit n'a été aussi élevé après redistribution. Eh bien, que propose Emmanuel Macron dans son programme? D'aggraver ça. Il a déjà érodé, supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, fait la flat tax, l'exit tax, la Brexit tax, enfin à peu près tout. Mais voilà que ce qu'il propose, c'est 7 milliards en moins avec la baisse des impôts de production. Et de l'autre côté, on va aller gratter sur les gens, sur Noël et compagnie, pour repousser leur retraite un petit peu plus tard. Il faut mesurer le degré d'indécence d'un tel programme dans un moment où le rôle de l'État, le rôle que produit la mondialisation, elle produit un déséquilibre entre les forts et les faibles. Elle produit une inégalisation interne dans les économies. Que devrait être le rôle de l'État? Ça devrait être un rôle de rééquilibrage au maximum. Un rôle d'aller prendre à ceux qui engrangent des dizaines de milliards pour les donner à ceux qui n'ont rien. Eh bien, on a un État... Ouais, si vous voulez. Eh bien, on a un État qui vient au contraire encore aggraver ce que produit la mondialisation. Évident que ce qui est proposé dans l'avenir en commun va en sens inverse de ça. Moi, je voudrais proposer d'aller encore plus loin. Moi, je suis pour une indexation des salaires sur l'inflation, mais je serais même en faveur d'une indexation des salaires sur les plus grandes fortunes. Il faut voir que ces grandes fortunes-là sont un invisible permanent. Il s'agit de ne pas les voir, la complicité ne se fait pas en les montrant, mais au contraire, en ayant des marionnettes qui parlent à leur place. On a des marionnettes qui sont la face visible du vrai pouvoir économique invisible. Et nous avons une responsabilité permanente. C'est de quoi? C'est de les ramener dans le jeu, ces grandes fortunes. Moi, dans chacun de mes journaux dans mon coin, je fais un post-it. Le post-it, c'est ce partage de la valeur ajoutée. Le post-it, ce sont ces 300 milliards engrangés pendant la crise. Pourquoi? Parce qu'on doit réussir à le mettre au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se produit? Si on ne fait pas ça, si on ne dit pas que c'est les riches contre les pauvres, les gros contre les petits, le capital contre le travail, les gens, ils reconstituent un ordre du juste de l'injuste à leur propre mesure. Ça donne quoi? Ça donne que quand je vais chez Whirlpool, qui ferme, eh ben, ils s'en prennent aux réfugiés et ils s'en prennent aux assistés. Parce que c'est une injustice qu'ils ressentent, qu'on leur montre à la télé ou qui vivent à côté de chez eux. On va dans la comparaison entre pauvres. Et donc nous, on a la nécessité de faire quoi? D'apporter, de tirer le regard vers le haut et de leur dire, oubliez pas ce qui se passe là-haut, mais ce qui est pour vous invisible, ce qui est en dehors de votre champ. Et donc chez Whirlpool, qu'est-ce que j'avais fait?
Le PDG s'appelait Jeff Pettig, ils en ignoraient le nom. J'avais ramené le château de Jeff Pettig aux États-Unis, où on voyait qu'il y avait 26 salles de bain, accès direct à la plage, cours de tennis extérieur, et comme ça permettait aux gens de saisir où partait leur travail. C'est un mouvement que nous devons reproduire en permanence. Ce mouvement de rendre visible cet invisible-là et de produire d'un regard qui parle vers le bas et qui monte vers le haut. Je suis arrivé à Rochefort et je voudrais vous parler d'un autre invisible encore. J'avais rendez-vous avec Véronique, Carole, Grégory pour causer des enfants déficients qui souffrent de handicap. Alors, ça a commencé par me faire la liste de tout ce qui ne va pas, comme quoi elles étaient choquées par le dysfonctionnement. Je ne sais pas si elles sont là. Elles sont là, dans l'autre salle. Bonjour! Des complications menées par les politiques, il y a moins de place dans le médico-social et elles m'ont gentiment remis un tract de 5 pages, enfin un document de 5 pages pour que je comprenne bien, qui était bourré de signes et de sigles, Campea, ITEP, CLIS, ULIS, bon il y en a que je connais, il y en a que je connaissais moins, et qui se terminait par ça. En conclusion, cette présentation ne doit pas faire oublier tous les accompagnements efficaces et réussis. Mais elles n'en parlaient pas. Alors je dis, mais est-ce que vous pouvez me raconter des réussites que vous avez? Et donc là, elles m'ont raconté, je vais vous en parler un petit peu, Loïc, 22 ans. Quelqu'un qui est arrivé et qui était très violent à la Croix-Rouge. Et elle raconte qu'un jour, comme il était très en colère, comme il était inadapté, il est arrivé dans le bureau après avoir mis un pain à un autre gamin, j'imagine, et ensuite il venait et il disait « j'ai pas mis le pain ». C'est-à-dire qu'à la place de mettre le pain à l'autre personne, il se retenait et il venait dans le bureau se défouler en disant « ça a vu, je me suis bien retenu, j'ai pas mis le pain ». Et ensuite il disait « ben voilà ». Il n'avait même plus besoin de venir. Pourquoi? Comment elles ont réussi à contenir cette violence et à l'engager dans une autre voie? Et ils disent, on lui a montré qu'il valait quelque chose. Tu es capable. Tu es capable en cuisine, tu es capable en restauration. Et maintenant qu'il est en apprentissage, après un stage à Super U, il vient nous voir, il vient nous dire, tout va bien avec son scooter. Et vous pouvez les applaudir. Léo, qui est arrivé à 6 ans là-dedans, il était cuit. Dyspraxie, ça veut dire des problèmes pour la coordination de son corps. Dyslexie, il était rejeté par les autres gamins. Et là, comme il y a une détection rapide de ces troubles-là, on arrive à lui trouver des séances d'orthophoniste, des séances de psychologue toutes les semaines. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors qu'il devait être orienté vers un IME, on arrive à redresser son parcours scolaire, et aux dernières nouvelles, maintenant, il a près de 18 ans, et il est encore en lycée pour un bac pro. Un autre gamin, Dylan, 19 ans, et il est resté là à partir de ses 14 ans. Quand il est arrivé, il était insupportable, 90% de l'équipe disait « faut le virer, faut le virer, faut le virer ». On ne peut pas le tenir avec lui à l'intérieur des murs. Et puis, elles se sont accrochées, elles ont essayé de le sauver, et elles disent tous les jours, il venait dans mon bureau, j'ai pas fait de conneries, parce qu'il était fier de ne pas avoir fait de conneries ce jour-là. Et je lui demande, mais comment? Elles disent, c'est Carole qui l'a rattaché à la vie. Mais comment Carole l'a rattaché à la vie? Elle lui dit, il avait besoin de reconnaissance, qu'on s'occupe de lui. Et comment il a obtenu cette reconnaissance? On lui a donné à conduire le tracteur qui tond la pelouse sur les 7 hectares du parc. Et il paraît qu'il gonflait les biceps comme ça, vachement fier devant les filles. Ça lui a donné une fierté. Et ensuite, c'est lui qui a enseigné aux gamins qui arrivaient ensuite comment conduire le tracteur pour les pelouses. Et ces gamins que normalement il écrasait, c'est lui qui se battait avec eux, qui l'humiliait. Et bien voilà qu'il a pris les plus fragiles sous son aile et qui les a aidés à s'intégrer à la structure. Là, il fait sa vie, et Carole m'a dit, c'était un jour hyper émouvant, il m'a appelé et il m'a dit, j'ai un bébé depuis 2 heures. Je pourrais en raconter encore Alan, qui a 18 ans, qui est un psychotique, normalement il était destiné à aller en psychiatrie. Et il a été
rattrapé. Comment? Parce qu'on l'a mis à faire du cinéma, et il a pris goût à fabriquer des décors, faire de la menuiserie, et il trouve sa place maintenant pour faire autre chose que d'être conduit en psychiatrie. Qu'est-ce que je veux dire par cette liste de cas-là? Ce que je veux dire par cette liste de cas-là, c'est que là, il y a un invisible qui est quoi? Qui est que, c'est une phrase du renard dans Le Petit Prince qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et l'essentiel, c'est quoi en l'occurrence? L'essentiel, ce sont les liens. Et ça doit poser la question pour nous de quelle est la richesse? Qu'est-ce que le progrès pour nous demain? Est-ce qu'on considère que le progrès pour nous demain, ça va être d'avoir le téléphone avec la 6G connecté au frigo qui prévient Carrefour Market quand il n'y a plus d'olive à l'intérieur? Mais c'est le progrès qui nous vend. Vous lisez le programme de Macron, vous savez, l'agriculture, il la voit comment? Numérique, robotique, génétique. Si vous voulez. Ou bien, est-ce qu'on pense que le progrès demain, ça va être la qualité des relations, des liens qu'on entretient avec nos voisins, nos cousins, des soins, de l'éducation qu'on apporte à nos enfants, à nos malades ou à nos personnes âgées? Là, il y a un vrai choix de société sur le sens du mot progrès. Vous savez, moi, j'étais déjà compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Et pour moi, l'humain d'abord. L'humain d'abord, de la naissance à la mort, ça demeure... Ça demeure le plus beau slogan. Il y a par exemple, moi je suis très attaché au métier d'animateur. Animateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire éveiller l'âme, réveiller l'âme. C'est essentiel. D'ailleurs, l'un des gars était là tout à l'heure et je disais, voilà, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est valoriser tous ces métiers-là. C'est pour ça que je vous ai raconté toutes ces histoires. Parce que ces métiers, ils sont invisibles et au fond, on ne voit pas l'utilité sociale qu'ils peuvent avoir. Et on comprend l'utilité sociale qu'ils peuvent avoir quand on raconte des histoires qui montrent que les déclics que ça a pu avoir. Vous voyez, tous les jours, il y a des émissions de télé pour montrer l'utilité du policier. Mais je ne la conteste pas. Pour montrer qu'il y a des séries même télé, le délinquant est arrêté, donc le policier il est utile à la société. Ou alors, on a une conception dans ce pays qui fait que c'est par le bâti qu'on transforme les choses. Par exemple, on veut mettre de la santé, comme chez vous ici à Rochefort, comme à Amiens, qu'est-ce qu'on fait? On construit un nouveau bâtiment. On met un nouvel hôpital qui, chez nous, a coûté 1 milliard d'euros, mais on ne se demande pas combien de soignants, qu'est-ce qu'on va mettre comme humain à l'intérieur. C'est presque secondaire. Mais tout est pensé de cette manière-là. Les prisons, par exemple. La question centrale des prisons, c'est comment un gars va sortir de tôle en ayant une famille, en retrouvant sa famille, en retrouvant un logement, en retrouvant du boulot, en retrouvant des sous. Et comment ils pensent, eux, la question de la prison, c'est juste, on va construire des nouvelles prisons, il nous faut des prisons plus modernes. Sans penser à l'humain qui va servir de passerelle vers le monde extérieur. Hier, j'étais dans un quartier populaire de Toulouse, au Mirail. Donc il y a des opérations de destruction de l'habitat. Je demande à deux gosses qui traînent là sur la plaque du Mirail, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Eux, d'instinct, ce qu'ils disent, c'est, écoutez, quand on était gosses, il y avait des éducateurs partout, ils passaient avec leur Renault Trafic, ils nous mettaient à l'intérieur, ils allaient faire signer une décharge aux enfants, et ils nous amenaient à la campagne pour faire des petits boulots, et c'est comme ça que ça nous a donné envie de faire du judo, du canoë-kayak, du football, et ainsi de suite. Je vais au club de football à côté, au Mirail, ils me disent, on a un problème, c'est que comme on n'a pas d'éducateur, il y a eu suppression des contrats aidés, l'une des premières mesures de Macron, tous les ans, on refuse au moins une centaine de gamins. Plus de 100 gamins comme ça pour un club qui ne vont pas pouvoir chausser les crampons et taper dans le ballon. Parce qu'on ne met pas les moyens humains derrière. Et pourtant, il y a un super équipement. Donc, il y a la nécessité de... Et alors, j'en causais avec Grégory, l'une personne qui était là, en disant l'importance de l'animateur. Il me dit, mais c'est toute ma vie. Parce que moi, j'étais en échec scolaire, l'école, j'étais confronté à l'école, et c'est les animateurs le soir qui sont venus me rechercher et me ramener dans ça. Donc voilà, je pense que cette question-là du sens du progrès, elle se pose d'autant plus aujourd'hui.
on est dans un moment historique particulier. Depuis les années 70, qu'est-ce qui se passe? On a une hausse du PIB constante et on voit aujourd'hui une décorrélation, il n'y a plus de lien entre la hausse du PIB et les indices de bien-être. C'est-à-dire qu'on produit de plus en plus, mais ça ne produit pas une amélioration de la santé, une amélioration du taux de bonheur des gens. Il n'y a plus de lien aujourd'hui entre les deux. Et même quand on fait des sondages, on demande aux gens qu'est-ce que c'est la maison que vous rêveriez d'avoir. Eh bien, massivement, ils répondent nous on voudrait un cocon avec un jardin. Et c'est une toute petite minorité qui répond on veut une maison connectée. Pourtant, si on laisse faire le système, si on laisse faire Macron et compagnie, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont vouloir une maison connectée parce qu'on va devoir changer tous nos objets et qu'à partir de ce moment-là, ça va relancer la société de consommation et relancer les profits pour les firmes. Quand on demande aux gens, pour le climat, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut? Est-ce qu'il faut changer la société ou est-ce qu'il faut des changements technologiques? Les gens, je me semble 60%, ils répondent il faut changer la société. Pourtant, que répond Macron? Il répond on va faire du changement technologique, il n'y a rien que du changement technologique. Parce que, évidemment, des changements dans la société, ça supposerait du partage, de la redistribution des richesses, et c'est tous ceux qui ne veulent pas. Quand on demande aux gens est-ce que vous voulez accélérer ou ralentir, très massivement, ils répondent qu'ils veulent ralentir. Pourtant, si on laisse faire Macron et compagnie, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est l'un de ses maîtres mots, moi qui le lis beaucoup. Accélération, 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 accélération. Vous dire qu'en cet instant, moi je crois que le pays est mûr. Il est mûr comme un fruit à cueillir. Il est mûr pour mettre à bas, pour moi, la trilogie qui sert le pouvoir depuis près de 40 ans. Parce que tout à l'heure, pourquoi ils n'ont pas besoin de programme? Parce que le programme de Giscard et celui de Macron, c'est le même. Travailler plus, même plus pour gagner plus, et baisser les impôts des riches. Mais ça fait 50 ans qu'il dure ce programme. Il vaut mieux pas qu'il l'énonce. Et donc, cette trilogie qui dure depuis 50 ans, concurrence, croissance, mondialisation. Il me semble que le pays est mûr. Le pays est mûr pour substituer à la concurrence de la coopération. Il me semble que le pays est mûr pour substituer à la croissance plus de partage. Il me semble que le pays est mûr pour substituer à la mondialisation de la relocalisation. Il me semble que le pays est mûr. Voilà ce que veulent les gens. Le problème qu'on a, et c'est un problème majeur, c'est que les gens ne croient pas à leurs propres désirs. Ils veulent ça, au fond d'eux-mêmes, au fond de leur ventre. Le pays veut ça, mais ils n'osent pas croire à ça. Et c'est ce que nous avons de plus terrible à affronter tous les jours. Notre adversaire, bon, Macron un peu, Le Pen, Pécresse, Zemmour, tout ce que vous voulez. Mais notre adversaire, je le disais pendant ma campagne de 2017, mon adversaire, bien sûr, c'est la finance. Mais c'est surtout l'indifférence. L'adversaire que nous avons affronté tous les jours et peut-être que nous avons affronté en nous-mêmes le matin, c'est notre abattement. C'est la résignation qui conquiert le pays. Et évidemment, si vous voulez. Et moi, je suis là pour vous inviter, pendant les 17 jours qui restent, tous les jours, à faire votre possible, dans votre entourage, auprès des voisins, des cousins, des collègues, pour venir affronter, sortir les gens de cette apathie, sortir de cette résignation, les laisser croire encore un peu à leurs rêves, quoi. Il me semble que c'est l'adversaire principal qu'on a affronté aujourd'hui, et ce que je voudrais, moi, de toute façon, quoi qu'il se passe, ce qu'on fait ce soir à Rochefort, c'est que nous semons des graines d'espoir. Si vous voulez. J'espère que la récolte viendra le 10 avril. J'espère. Je ne fais pas qu'espérer. Je suis là ce soir à être fatigué parce que je veux que tous les Noëls du pays se reconnaissent en nous. Je veux reconnaître que tous les Annie et Sylvie qui sont auxiliaires de vie sociale, agents d'entretien et compagnie, ils se reconnaissent en nous. Je veux qu'on œuvre dans tout le pays pour réconcilier gauche et populaire. Voilà notre travail. Et
Et le 10 avril, je veux que nous n'ayons aucun regret. Tout ce qui aura pu être fait, nous l'aurons fait. Nous aurons œuvré, nous aurons semé. N'ayons le 10 avril au soir aucun regret. Et dès le 11 avril ou dès le 25 avril, portez celui-là à l'Assemblée. Parce qu'on a besoin d'être nombreux. Qu'on gagne ou qu'on perde, j'espère qu'on gagnera, mais de toute façon, si on gagne, il faut offrir au pays un raz-de-marée. Un raz-de-marée dans les urnes, mais ensuite un raz-de-marée dans la rue. Faudra pas s'endormir. Bon. Même si je me le suis déjà fait piquer par Anne, il faut quand même que je termine par mon cri de guerre. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous.